la jalousie. Cette émotion, si souvent perçue comme dévastatrice. Ce mal qui nous ronge parfois en silence et peut nous faire perdre tout discernement. On a toutes et tous été jaloux ou jalouses, que ce soit dans nos familles, avec nos amours, nos collègues ou avec nos amis. Mais oui, vous savez bien quand vous observez avec attention le visage de la personne que vous aimez lorsqu'elle lit un message sur son téléphone. Quand vous avez un pincement au cœur en regardant l'ascension phénoménale de votre ancien copain de promo qui étale ses réussites sur les réseaux sociaux. Ou quand vous avez cette angoisse passagère quand votre meilleur ami vous délaisse pour quelqu'un d'autre. Si ça vous dit quelque chose, vous êtes alors un peu, beaucoup, à la folie, passionnément jaloux ou jalouse. Et cet épisode est fait pour vous. Pour comprendre les ressorts de cette émotion, je laisse la parole à Agathe Le Taillandier. En passant par la littérature, Agathe a cherché à comprendre la jalousie, ses racines souterraines, ses effets sur notre vie, et a essayé de voir si on pouvait parfois y échapper. Je m'appelle Cyrielle Bedu, bienvenue dans Émotion. Mon entourage était hyper étonné que je propose un épisode sur la jalousie. On me disait « Mais tu n'es pas du tout jalouse ?» Ah, c'est drôle, je dirais pas du tout ça de toi. Je crois qu'au fond, je le cache. Et en discutant autour de moi, je me suis rendu compte qu'on le cachait tous un peu. Parce que ce sentiment peut nous mettre dans des situations ridicules. Au café, une amie m'a raconté une histoire. Elle est en soirée, son copain est assis sur un canapé. Il discute de manière animée avec une fille qu'elle ne connaît pas. Elle le regarde sur le côté et voit que sa main bouge et caresse même quelque chose. Son cœur se met à battre plus vite. Elle sent en quelques secondes une boule dans sa gorge. Sous ses yeux, il serait en train de flirter avec cette fille. Elle bondit et s'assoit maladroitement entre eux. Et là, elle découvre, un peu honteuse, un chat allongé au milieu sur le canapé. Il y a ces petites émotions jalouses. Et puis, il peut y avoir bien plus. L'écrivaine Annie Ernaux parle de la jalousie comme d'une occupation, au double sens du terme. Car si on tombe en jalousie comme en amour, cela peut être très soudain, irrationnel, voire obsessionnel. On est alors comme colonisé, ou même, dit-elle, marabouté. Si même Annie Ernaux, que j'admire tellement, connaît la jalousie, je me suis dit que cette émotion nous était vraiment commune, d'une grande banalité, parce qu'elle peut se nicher au cœur de n'importe quelle relation. Mais y en a-t-il qui y échappent, qui seraient au-dessus de ça, qui ne connaîtraient jamais ce qui m'envahit si fort, en amour comme en amitié? Pour comprendre quand était né ce sentiment chez moi pour la première fois, je suis allée voir ma mère, histoire de revenir à l'origine des premières rivalités, la fratrie. Le temps qu'il fait dehors, ça va nous faire du bien. On va attendre que ce soit bien chaud. Et puis, je vais prendre le petit opéra. Tu sais que je suis en train de faire un travail sur la jalousie. La jalousie. Oh, Ça t'étonne? Pas tellement. Tu dirais que je suis quelqu'un de jaloux, toi. Comme ça. Tu as quand même un caractère jaloux. Ça ressemble quand même à... Oui, j'allais dire la famille de ton père. Il y a quelques personnes jalouses. Et je pense qu'il y a un petit quelque chose. Si par hasard, on s'occupe trop d'un tel ou d'un tel, de tes frères ou sœurs, ça commence à chauffer. À chauffer un tout petit peu. Et moi? J'ai 2 grandes sœurs. L'une a 3 ans de plus que moi, l'autre 2. Et puis, il y a mon petit frère. On dit souvent que la place du milieu n'est pas facile dans une fratrie. Qu'on est un peu coincé entre l'aîné, extraordinaire parce que le premier, et le dernier, extraordinaire parce que le dernier. Tu avais toujours un mot pour rire. À l'époque, tu avais des petites lunettes rondes et rouges et c'était très drôle parce que tu regardais les personnes très en face. Et donc, tu menais la bande. Tu t'imposais, en quelque sorte. Tu t'imposais à la famille. Et puis, voilà, j'ai attendu Grégoire, 3 ans plus tard.
Et la naissance d'un garçon dans cette famille a beaucoup bouleversé les rapports, les relations. J'avais ma brochette de filles plus un garçon. Un garçon, ce n'était pas rien chez nous. Disons qu'il était très attendu. J'ai rencontré le psychiatre et psychanalyste spécialiste de la famille, Serge Effez, dans son cabinet à Paris. Pour lui, cette jalousie infantile est fondatrice. Il n'a pas arrêté de me répéter que c'était impossible d'y échapper et que ce sentiment était intrinsèque à toute forme d'amour, et cela dès la naissance. La jalousie, c'est la découverte très précoce d'un danger. On découvre une chose merveilleuse quand on est, c'est qu'on est aimé et que l'amour de l'autre vous porte et que cet amour, c'est votre nourriture. Et on découvre en même temps le danger de perdre cet amour. C'est-à-dire que cet amour, il soit peut-être donné à quelqu'un d'autre, que quelqu'un d'autre soit préféré, que quelqu'un d'autre soit plus aimé, que quelqu'un d'autre prenne votre place. Et l'amour n'est jamais un sentiment extrêmement continu et toujours adéquat. Voilà, il y a toujours du trop, du pas assez, du manque, de la crainte, de la peur. Et c'est cette peur de la perte d'autre, c'est-à-dire que l'autre se détourne de vous pour aller vers quelqu'un d'autre, qui est vraiment à la base de la jalousie. Qu'est-ce qu'il va préférer à moi ? Vers quoi il va se détourner pour que je ne sois plus son objet unique d'amour ? On a toujours tendance à échelonner l'amour de l'autre pour être sûr qu'on en est le principal dépositaire. Et que ce soit entre ses parents, entre ses frères et sœurs, et après tout simplement dans la cour de l'école, avec les copains, tout ça est là d'emblée, depuis la naissance. Ça nous est extrêmement familier. Et alors après, cette jalousie, elle va se décliner, de mille et une façons, notamment dans la jalousie amoureuse, mais c'est toujours le même sentiment dont il est question. C'est une peur, c'est même une terreur. Je n'ai pas de souvenir précis de la période dont parle ma mère, mais je crois qu'aujourd'hui, cette peur de ne plus être aimée, d'être moins aimée, d'être oubliée, ressurgit souvent. Dans mes amitiés, par exemple, je peux vite me sentir délaissée quand mes amis fréquentent d'autres gens. Bon, j'essaie de le cacher, ou disons que j'apprends à composer avec. Je me raisonne, mais c'est souvent et un peu honteusement là. Et tu essayais effectivement de rester aussi solaire qu'avant, mais en fait, c'était plus la même chose. Je criais pas. Je crois que je suis une mère qui n'élevait pas la voix. J'essayais de te parler. Quand tu faisais des colères, je te prenais dans les bras de façon un peu forte pour faire passer un cadre, essayer de calmer cette colère, essayer de la canaliser. Et puis je te disais que je t'aimais, mais je sentais bien que les mots n'entraient pas dans ta tête. Tu avais comme un voile, tu vois, comme quelque chose dans ton cerveau, dans ton cœur probablement, qui fait que ça ne pénétrait pas. Toute l'histoire de l'humanité, elle s'est inscrite au départ sur une histoire de jalousie qui est celle d'un meurtre fraternel. Et c'est pas par hasard Caïn et Abel. C'est les deux fils de Adam et Ève, donc le premier couple qui est là, qui a peuplé la terre, que Dieu a mis sur terre pour peupler la terre. Et ils ont 2 enfants, c'est merveilleux. Ils ont 2 fils. On pourrait dire que après, voilà, tout l'avenir est tracé. Et ben non, c'est justement pas si simple parce que les sentiments humains sont là. Et que les sentiments affectifs sont extrêmement complexes. Et donc, il se développe entre Caïn et Abel une jalousie pour savoir qui est préféré du Père, mais du Père absolu, qui est Dieu lui-même. Et donc, chacun va faire un cadeau à Dieu. L'un va faire cadeau d'un troupeau, l'autre va faire cadeau d'une culture, enfin d'objets agricoles. Et puis, apparemment, Dieu préfère un des cadeaux à l'autre Dieu, donc préfère un des garçons à l'autre garçon, ce qui crée une jalousie absolument terrible. Et Caïn finit par assassiner Abel. En discutant avec ma mère, elle m'a raconté comment j'étais sortie de cet état de jalousie
Comment j'avais guéri et fini par adopter mon petit frère, sans le tuer. Pour dépasser cette peur dont parle le psychanalyste et psychiatre Serge Effez, j'ai dû inventer une nouvelle place au sein du système familial. Et ma mère m'y a aidée. Je me souviens que j'avais été voir ta maîtresse et que j'avais dit à ta maîtresse, ça fait 18 mois qu'Agathe est vraiment mal, il faudrait que vous vous occupiez un peu plus d'elle et que vous lui donniez des lignes à écrire ou un petit peu de travail à faire à la maison, comme ses sœurs aînées, pour qu'elle puisse rattacher le wagon des aînés, pour justement retrouver une nouvelle identité, une place. Et en 24 heures, tu as été transformée. Tu étais rentrée, fière, et tu t'es assise à côté de Guénola, qui, elle, faisait déjà apprenait déjà ses syllabes. Et là, tu m'as regardée. Tu avais un sourire, mais vraiment radieux, et j'ai retrouvé l'étincelle dans tes yeux. Et ça a tout changé. Cet exemple m'a parlé. Au fond, la jalousie peut s'estomper et disparaître quand on sort de la fusion, quand on affirme sa singularité et qu'on croit en soi-même. Serge Effez observe très souvent ces symptômes de la jalousie chez les enfants, dans son cabinet à Paris. Pour lui, il s'exacerbe dans un contexte de métamorphose de la structure familiale. Alors, vous ne pouvez pas savoir le nombre de familles que je reçois aujourd'hui pour des problèmes de jalousie entre frères et sœurs. Parce qu'il y a quelque chose qui fait vraiment, qui met la famille en danger. Vous savez, les familles, elles ont très envie d'être très harmonieuses aujourd'hui, que tout le monde s'entende bien, qu'il n'y ait pas de haine, qu'il n'y ait pas de rivalité. Et ils ont beau tout faire, de toute façon, la jalousie, elle va être là. Donc, il faut s'y accommoder, mais justement, sans en faire une tragédie. C'est-à-dire, voilà, se dire que ça fait partie de la vie, ça fait partie des sentiments humains normaux, qu'il s'agit de le dire, de l'expliquer, de ne pas se laisser, pour les parents, trop empiétés affectés par ces histoires-là. Créer des liens à la fois, je dirais, de contenant familial, des choses qui réunissent la famille ensemble, parce que la famille, ça doit être un contenant, donc ça contient toutes ces angoisses, toutes ces peurs, toutes ces rivalités, toutes ces jalousies. En même temps, avoir des liens différenciés avec chacun de ses enfants. Voilà, je dirais, c'est aller souplement du groupe à la personne, en fait. Ce qui s'est un peu exacerbé, c'est, je dirais, l'insécurité familiale. C'est-à-dire que jusqu'à il y a 2 générations, disons, ou 3, la famille, c'était une vraie institution, un peu pesante, mais voilà, on était mariés pour la vie, on avait les enfants issus de cette union pour la vie, les enfants, ils naissaient dans le cadre du mariage, dans le cadre de la famille, on s'en occupait plus ou moins, on les aimait plus ou moins, mais bon, l'institution tenait le coup. Alors, c'est pas pour ça qu'on s'aimait plus, ni que c'était plus facile, mais remettre en chantier les relations en permanence se faisait moins qu'aujourd'hui, où les parents sont eux-mêmes pris dans des situations de rivalité, de jalousie entre eux, de départ, de séparation, etc. Les enfants se retrouvent avec des demi-frères, des demi-sœurs, etc. Donc, je veux dire qu'il y a du lien qui est à retisser en permanence, qui est à inventer, qui est à recréer en permanence. Alors c'est à la fois très riche, parce que ça a moins cette pesanteur familiale qu'il pouvait y avoir autrefois, mais c'est parfois plus insécure. Donc tous ces sentiments-là, de peur, de rivalité, de jalousie, ils sont plus à fleur de peau, si vous voulez. En l'écoutant, je me suis sentie moins seule. Et j'ai repensé à un autre épisode de mon enfance, quand ma sœur aînée a appris à lire. Ça m'a rendue folle de nouveau. Je la voyais posséder quelque chose, ici un savoir, une compétence, que je n'avais pas, la lecture. En même temps, comme elle a 3 ans de plus que moi, c'est normal qu'elle ait appris avant moi. Mais je ne voyais pas cette différence. Je me voyais absolument son égale. Et donc, j'avais le désir et le droit, dans ma tête, d'obtenir les mêmes choses qu'elle. Ce serait en fait ce qui distingue la jalousie de l'envie.
D'un côté, la peur de perdre l'amour de ma mère face à un rival, mon petit frère, et de l'autre, l'envie de posséder la lecture à l'image de ma sœur aînée. Moi, je dirais qu'il y a deux formes de jalousie que j'appellerais jalousie horizontale et jalousie verticale. Parlons d'abord de la jalousie horizontale. Il y a la jalousie directe entre deux personnes, qui est vraiment à la base de la jalousie fraternelle, ou plutôt de celle des cours d'école. C'est-à-dire, mon copain, il a un plus beau jouet que le mien, il a passé des plus belles vacances. C'est la rivalité directe. C'est-à-dire, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, donc ce qu'a l'autre, c'est toujours mieux que ce que j'ai moi. Et ça, c'est vraiment la jalousie symétrique. C'est-à-dire qu'on est complètement collés l'un à l'autre dans le fait de se comparer en permanence à l'autre. Mais ça concerne les deux protagonistes et personne d'autre. Ce face-à-face avec le désir de l'autre, par exemple moi face au savoir de ma sœur, c'est ce que le philosophe français René Girard a défini comme le désir mimétique. Pour lui, le désir en tant que tel n'existe pas. Il n'existe que dans la mimésis, c'est-à-dire dans l'imitation de ce que je vois chez l'autre. Je désire ce que l'autre a, je désire ce que l'autre fait, je désire ce que l'autre est. Ce principe du désir mimétique se voit confirmé par les neurosciences en 1995 avec la découverte des neurones miroirs dans notre cerveau. Ce sont elles qui nous poussent à imiter une action sans qu'on s'en rende compte. Par exemple, quelqu'un bâille et ça me donne envie de faire pareil. Nos cerveaux seraient, à travers ces neurones, comme branchés les uns sur les autres, et donc influencés, entraînés par les désirs d'autrui. Et si ce mécanisme est physiologique, c'est bien qu'on ne peut y échapper. Il constitue notre corps et notre imparfaite humanité. Cette forme de jalousie qui est liée à ce qu'on possède ou à ce qu'on ne possède pas, effectivement, elle a beaucoup plus à voir avec la consommation, avec le consumer. C'est sur cette forme-là que va beaucoup miser toute la publicité, enfin tout ce qui va stimuler la consommation. C'est juste de vous montrer des gens qui ont des tas de choses que vous n'avez pas et qui sont extrêmement enviables et que du coup, comme ils ont l'air tellement heureux d'avoir cette machine à laver, cette voiture, ce parfum, etc., et ben voilà, ça stimule cette envie parce que on se sent jaloux de ce plaisir qu'ils ont à avoir cet objet. Le lien social est infiltré de cette espèce d'immense comparateur qui fait que on cherche toujours à tendre vers l'égalité avec l'autre, mais tendre vers l'égalité en étant si possible encore un petit peu plus égal que les autres, disons. S'il n'y avait pas cette comparaison permanente avec l'autre, peut-être que finalement, on n'aurait pas tant de désir que ça. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont comme un multiplicateur à l'infini de ce désir mimétique. Je suis en train de traîner sur mon canapé. Il pleut, j'ai pas trop le moral. Et là, juste avec un petit mouvement de pouce, je vois des mondes, des corps, des lieux toujours plus extraordinaires et désirables. Genre ma vieille copine Marion qui a l'air tellement heureuse et épanouie chez elle à boire son thé. Ou ce type que j'ai pas vu depuis longtemps, en vacances aux Bahamas, sous un ciel miraculeusement bleu. Et bien sûr que je trouve leur vie tellement, mais tellement mieux que la mienne. On est quand même passé dans une société où les valeurs, où l'individu doit sans arrêt faire la preuve de sa valeur, faire la preuve de son originalité, faire la preuve qu'il a un destin un petit peu plus exceptionnel que celui des autres. On est quand même très, très, très stimulé par ça. Ce désir mimétique, il a totalement infiltré le lien social aujourd'hui. Si vous voulez, dans les sociétés traditionnelles, ce qui vous fonde comme individu, ce qui vous donne une identité, c'est pas tellement cette comparaison avec l'autre, mais c'est le fait d'occuper dans l'échiquier social une place qui est la sienne. C'est-à-dire que finalement, qu'on soit plus représentant de l'organisation sociale selon son sexe, son rang, sa caste, sa religion, sa fonction dans la société. Les choses sont plus naturellement hiérarchisées, on va dire. Tandis que nos sociétés démocratiques, qui sont très déhiérarchisées justement, eh bien, vont toujours nous mettre en quête de prouver sa propre valeur. À côté de cette jalousie horizontale, incarnée par le désir mimétique, il y a ce que Serge Effez appelle la jalousie verticale, celle qui implique un tiers, le fameux rival. Moi face à mon frère, par exemple, qui nous disputons l'amour de ma mère. Ça, c'est plus la jalousie type Caïn et Abel, c'est-à-dire elle est plus térébrante parce que
on ne peut pas la régler à deux, juste en se bagarrant. Ça fait intervenir ce tiers qui est dans une position un petit peu supérieure, un petit peu de toute puissance. Et on va retrouver ça ensuite dans la jalousie plus classique, qui est la jalousie amoureuse, quand elle fait intervenir un tiers. C'est-à-dire que le plus horrible dans la jalousie amoureuse, c'est que l'autre se détourne pour un troisième, et que c'est ce troisième qui prend toute la place à l'intérieur de la relation, qui devient tout puissant à l'intérieur de la relation. Moi, je le vois bien, je reçois énormément de couples en thérapie, et je veux dire quasiment plus de la moitié des couples qui commencent une thérapie, c'est à la suite d'une infidélité qui a mis le feu aux poudres dans le couple, et tout ce que ça a pu créer en termes de souffrance et de jalousie. Et c'est sidérant de voir comment cette troisième personne occupe absolument toute la scène. Si c'est un homme qui a trompé sa femme avec une autre femme, eh bien, cette femme devient beaucoup plus importante dans la tête de la femme trompée que l'époux lui-même. Ça devient une obsession. Elle ne pense qu'à ça. Elle se compare en permanence à cette femme, et elle imagine à quel point elle est plus jolie, ou plus drôle, ou plus douée sexuellement, ou je ne sais pas. Enfin bon, tout son esprit est occupé par cette personne. Et ça, c'est je dirais ça, là, on est dans la folie jalouse, en fait. C'est-à-dire, c'est quelque chose de fou, parce que c'est comme si, finalement, paradoxalement, une passion naissait entre cette femme et sa rivale, ou entre cet homme et son rival potentiel. J'ai adoré lire L'Occupation d'Annie Ernaux, l'écrivaine dont je vous parlais au début de cet épisode. Qu'une femme comme elle, que j'admire tant, raconte sa jalousie, ça m'a un peu réconciliée avec ce sentiment. Ça l'a banalisé, ça l'a rendu moins honteux aussi. Car quand elle l'écrit, il n'est plus si médiocre que ça. L'histoire du livre est simple. Elle décide de quitter W après 6 ans d'histoire. Mais quelque temps plus tard, elle apprend qu'il s'installe avec une nouvelle femme. À partir de ce moment-là, elle devient obsédée par l'identité de cet inconnu. Elle désire connaître son nom, son adresse, son âge, sa profession. Elle entame une véritable enquête. Avec quelques indices, elle multiplie les recherches sur Internet et recoupe les informations. Elle se laisse dévorer par l'image de cette femme. Et elle se prend surtout de passion pour la jalousie elle-même. Au cœur de son récit, elle dit « Le plus extraordinaire dans la jalousie, c'est de peupler une ville, le monde, d'un être qu'on peut n'avoir jamais rencontré. » Serge Effez fait donc de la jalousie une passion, à l'image de l'amour. Ce sont les mêmes mécanismes qui sont en jeu. On est alors obnubilé par l'autre qui prend toute la place. J'ai cherché des histoires de passion jalouse autour de moi. Beaucoup n'ont pas voulu se laisser interviewer, avaient honte d'en parler au micro. Je suis alors allée rencontrer Catherine Millet. Vous la connaissez sûrement. Son livre « La vie sexuelle de Catherine M », paru en 2001, dans lequel elle explore ses expériences érotiques les plus intimes, fut autant un scandale qu'un succès littéraire. Si elle se définit donc comme libertine, ouverte à la rencontre et à la multiplication des partenaires sexuels, elle se voit pourtant, un jour, elle aussi colonisée par la jalousie au cœur de son couple. C'est ça qui m'a intéressée, voir que la jalousie peut s'insinuer partout, même chez les plus libres d'entre nous. On s'est vu dans les bureaux de Art Press, la revue qu'elle a fondée et qu'elle dirige toujours. Il y avait des livres partout, une lumière douce et tamisée. Si raisonnablement je pouvais l'accepter, parce que comme je l'ai souvent dit, cela faisait partie de ma philosophie, la liberté sexuelle, en fait, ce qui m'a submergée vraiment, c'était d'en souffrir, voilà, de souffrir que l'autre avait ses aventures sexuelles, et donc d'être prise, moi, dans un piège dans lequel je pensais ne jamais tomber. C'était tout à coup être en contradiction avec moi-même, en fait. Et une autre source de douleur, ça a été la difficulté précisément à m'expliquer là-dessus. Parce que si je tentais d'en parler donc avec mon partenaire, qui s'appelle Jacques, si je tentais de lui expliquer, il ne comprenait pas qu'une personne comme moi, ayant justement cette liberté,
je puisse souffrir de jalousie tout d'un coup. Quand elle tombe dans la jalousie, Catherine Millet vit depuis plusieurs années avec Jacques. Un jour, elle voit une enveloppe provenant d'un labo de photos. Elle est posée sur une grande table, pleine de journaux et de livres, au centre de leur appartement. Ça a été un jour une enveloppe qui traînait sur une table que j'ai ouverte par curiosité bête. Je cherchais pas du tout quelque chose. Bon, j'ai même pensé que c'était des documents que Jacques avait pu oublier. Et dedans, il y avait des photos d'une jeune femme nue, des photos prises par Jacques et qui me faisaient comprendre très directement quelles étaient la nature de leur relation. Et à ce moment-là, ça a fondu sur moi. J'ai été prise par la suite, pendant quand même pratiquement 3 ans, par des émotions que je n'arrivais pas à contrôler. Alors même que je pense que je suis quelqu'un qui a beaucoup de sang-froid. Dans mon activité professionnelle, par exemple, je crois que j'ai pas mal de sang-froid. D'une façon générale, on m'apprend une mauvaise nouvelle, je crois que je suis capable de réagir comme il faut, sans perdre la tête. Là, vraiment, je perdais le contrôle de moi-même, quoi. Une partie de moi-même était morte. Vous savez, cette sensation étrange qu'on éprouve lorsqu'on perd quelqu'un de très proche, un ami, un membre de la famille, comme ça. Dans les jours qui suivent, l'esprit a du mal à assimiler cette disparition. La personne, on ne la reverra plus. Bon. Et moi, je dois dire qu'après ce micro-événement qui était l'ouverture de cette enveloppe, je me suis trouvée un peu dans cette situation par rapport à moi-même. Vous savez, on dit, j'étais comme dans un rêve ou comme dans du coton. J'étais pas dans le réel, voilà. Et je pense que pendant quelques jours, je me suis trouvée dans cette situation de plus être dans le réel, parce que tout d'un coup, plongée en effet dans un état et une situation que je n'aurais jamais pensé vivre. La Catherine émancipée, libre, plus ou moins sûre d'elle, disons, et tout ça avait dit, enfin, en tout cas rationnelle, avait disparu, complètement disparu. Oui. Alors après, on garde suffisamment de conscience pour se dire, c'est en train de monter en moi et je vais avoir des gestes qui seront des gestes fous. Bon. Et c'est pareil, là, les barrières ne sont plus suffisamment solides pour contenir cette montée en vous. Mais vous la sentez venir. Je me souviens que je me tapais contre les murs parce que je me sentais prisonnière de cette folie de jalousie et que c'était comme un enfermement. Vous savez, je sais pas, au Moyen-Âge, on enfermait certains prisonniers dans des cages qui n'étaient pas plus grandes que leur propre corps, vous voyez ? Et ben j'étais dans cette situation, dans une cage qui aurait exactement épousé mon corps, donc avec aucune possibilité de bouger et de chercher le moindre geste qui puisse m'en libérer. Après la sidération et la douleur, Catherine Millet raconte le désir d'en savoir toujours plus, l'obsession de la preuve, la traque des indices. Elle est fascinée par tout ce qu'elle peut découvrir de nouveau et mène ses recherches avec méthode. Comme quand elle lit le journal de Jacques qu'il tient sur son ordinateur. Elle a repéré le nom de son amante, désigné par la lettre L. Elle l'introduit dans l'onglet Recherche et peut ainsi repérer plus rapidement tous les endroits où elle est citée. J'avais cette obsession de retourner toujours fouiller dans la correspondance de Jacques, ouvrir son ordinateur pour trouver des choses, vous voyez, bon. Et donc, l'escalier qui monte vers son bureau était devenu une sorte de frontière obsédante. Est-ce que j'allais être capable de rester au bas de cet escalier ou est-ce qu'à un moment donné, ne pouvant plus y tenir, j'allais monter cet escalier et aller fouiller dans ses affaires. Je réfrénais la tentation autant que possible et puis il y avait toujours un moment où je cédais. La nature de la jalousie que moi j'ai connue, elle
c'était une forme de paranoïa, c'est-à-dire que j'avais besoin de me faire du mal, j'avais besoin d'alimenter cette jalousie pour continuer à y trouver, parce qu'il faut dire le mot à un moment donné, à y trouver une sorte de jouissance masochiste. Voilà, bien sûr, oui. Et donc, c'était aussi ce qui me conduisait. On évoquait l'épisode de l'escalier, ce qui me faisait céder à cette tentation d'aller fouiller dans son bureau. C'était au fond de moi-même, dans mon inconscient, sur le moment je n'étais pas capable de me le dire, c'était le plaisir que j'allais trouver à découvrir de nouvelles preuves. Mais des preuves que parfois on invente. D'ailleurs, vous savez, les jaloux inventent des preuves, enfin comme tous les paranoïaques. Une photo anodine va prendre tout d'un coup une signification qui va venir alimenter votre jalousie, même si les personnes sont dans une tenue tout à fait correcte, assises côte à côte sur un banc public, par exemple, où il ne se passe rien d'érotique, eh bien, vous pouvez, à ce moment-là, commencer néanmoins à fantasmer une interprétation délirante, quoi. Disons, ce sont les éléments classiques qui alimentent le sentiment de la jalousie. Parce qu'elle se nourrit de ça, elle se nourrit de petites traces qui parfois sont infimes. Vous savez, c'est l'image classique de la femme qui fait les poches de son mari, quoi. Moi, j'étais exactement dans cette situation. Vous-même, vous retrouvez comme un stéréotype, vous voyez ? Et ça peut vous faire peur un peu, parce que vous dites, mais qui je suis pour en être réduite à ça ? Ça nous ramène à l'idée que le jaloux est un enquêteur. C'est quelqu'un qui en effet, comme un policier ou un détective qui mène l'enquête, part quand même plus ou moins d'une intuition. Il peut avoir quelques éléments factuels, une photo, un petit mot griffonné, mais ce ne sont évidemment pas des preuves. Et donc, il va falloir transformer ces indices en preuves. Ça, c'est le travail de l'enquêteur. Et c'est vrai qu'on se trouve un peu dans cette situation. Et comme la démarche est vraiment une démarche paranoïaque, vous allez forcément trouver les éléments qui vont venir confirmer que cet indice est bien une preuve, voyez, mais c'est de l'ordre du fantasme, en fait. C'est vous qui construisez la preuve. Si on poussait ce raisonnement jusqu'au bout, on pourrait dire que tant que je n'avais pas en effet surpris Jacques, par exemple, en train de faire l'amour avec une autre femme, je n'avais que des indices sans preuve. Mais ça m'était suffisant pour être persuadée que voilà, il avait en effet ces relations et que j'ai peut-être parfois exagéré. L'enquête du jaloux, c'est une enquête policière. Oui, ça fait vraiment penser à une enquête policière. Mais comme dit Proust, une enquête qui se débat dans le vide. C'est ce qu'il raconte dans le premier tome d'À la recherche du temps perdu. Découvrir ce roman, pour un jaloux ou une jalouse, c'est un vrai choc. En quelques mots, Swann est fou d'Odette. Il se met à la soupçonner d'infidélité. Il va alors commencer à repérer, traquer et interpréter tous les signes du réel pour confirmer ses intuitions. Sa jalousie se nourrit d'un véritable plaisir de l'intelligence, celui d'en connaître toujours un peu plus. Mais Proust raconte aussi que le jaloux bute toujours sur le mystère de l'autre, sur l'impossibilité de le connaître et donc de le posséder totalement. Il y a une scène géniale dans le roman qui parle de ça. Un soir, Odette est fatiguée et renvoie Swann chez lui. Il la quitte, mais se persuade très rapidement qu'elle attendait en fait quelqu'un d'autre, un homme. Il décide de la prendre la main dans le sac. Il retourne donc chez elle et voit de la lumière à sa fenêtre. Il s'approche. Une page entière décrit sa honte mêlée au plaisir de savoir et surtout de montrer au grand jour qu'il sait. Il frappe pour finalement découvrir qu'il s'est trompé de fenêtre et que celle d'Odette était bien éteinte.
Alors, non seulement c'est un grand scénariste, mais alors il a la chance absolue aujourd'hui d'avoir les traces Internet de tout ce qui s'est passé et de pouvoir toujours les retrouver, parce qu'il en reste toujours. Il y a toujours des coins d'ordinateur, on retrouve un petit mot, une lettre, un rendez-vous, un message oublié sur un téléphone ou qui revient un jour par le cloud, on ne sait pas comment, Bloom, tout à coup, ça revient. Et donc, tout est en circuit, et en circuit ouvert. Et donc, il y a quelque chose qui s'entretient d'une relation imaginaire avec cet autre, avec une effraction dans l'intimité absolument terrible. Terrible. C'est-à-dire que finalement, on rentre dans des recoins de pensée, de fantasmes de son conjoint auxquels on n'avait pas accès jusque-là. Et on découvre des tas de choses qu'on ne connaissait pas. Mais est-ce qu'on avait à les connaître? C'est pas sûr. Est-ce qu'on doit être dans ce mirage qu'on doit connaître totalement l'autre et absolument l'autre? C'est pas sûr non plus. Voilà, chaque histoire, chaque relation révèle une facette de vous-même qui se vit dans cette relation et qui se crée dans cette relation. Mais il y a sans doute un espèce de mythe de la transparence dans les couples aujourd'hui, sans doute beaucoup plus qu'avant, parce qu'on est beaucoup plus sur une relation d'égalité, de similitude, etc. Donc, tout se dire, tout savoir exactement ce que pense l'autre, savoir exactement ce qu'il ressent. Et les histoires de jalousie amoureuse, ça fait vraiment flamber cette dimension-là. Et ça, la grande douleur, parce que aujourd'hui, chacun peut comprendre qu'on a eu envie, qu'on a désiré quelqu'un d'autre, qu'on a eu... Bon, je veux dire, ça paraît pas un truc totalement fou non plus. Mais le grand désespoir, c'est que quelque chose de l'autre vous a échappé. C'est-à-dire que quelque chose de l'autre a échappé à votre contrôle, d'une certaine façon, sur son intimité. Et ce qui échappe nous attire. L'autre, cet être de fuite, comme dit Proust, excite notre curiosité et nous obsède alors encore plus. C'est exactement ce que Catherine Millet a ressenti pour son partenaire, Jacques. Vous soupçonnez l'autre d'une trahison que vous n'auriez jamais imaginée, si on peut appeler ça une trahison d'ailleurs, enfin j'emploie un vocabulaire un peu stéréotypé, et du coup vous découvrez une part de sa personnalité, c'est pas simplement une part de sa vie qui vous était cachée. Bon, les fois où il partait à un rendez-vous quelconque et en fait c'était un rendez-vous amoureux par exemple, et bon, vous le saviez pas, tiens, cet après-midi-là, qu'est-ce qu'il avait fait ce jour-là? Bon, vous voyez, bon, donc une part à la fois de sa vie et de sa personnalité qui vous était inconnue apparaît au grand jour, et vous dites, mais est-ce que c'est vraiment la personne avec qui je vis depuis 10 ans ou je sais pas combien de temps? Bon. Et en même temps, évidemment, cet inconnu devient très séduisant, parce qu'on est toujours séduit par l'inconnu quand même. Alors il est d'autant plus attirant, vous voyez. C'est comme si, tout d'un coup, vivant avec Jacques depuis, je sais pas, 10 ou 15 ans, tout d'un coup, je redécouvrais un nouveau Jacques que je connaissais pas, mais qui finalement avait, pour moi, toujours les mêmes vertus séductrices, quoi. Donc c'est très, très, très contradictoire. À la fois, vous lui en voulez de vous avoir caché des choses et d'être peut-être un autre que celui que vous pensiez qu'il était. Et puis en même temps, celui que vous découvrez vous attire. Progressivement, Catherine Millet, en plus de chercher toujours plus de preuves, s'invente des scènes imaginaires. Et d'ailleurs, la jalousie, c'est bien cette petite fenêtre avec des persiennes qui permet de regarder sans être vu de l'autre côté. Dans un de ses séminaires, le psychanalyste Jacques Lacan a inventé le mot « jalouissance » pour parler de la jalousie comme une jouissance de l'imaginaire. Au fond, être jalouse, pour moi, c'est aussi ça. Inventer des histoires, me persuader toute seule de récits que j'échafaude et que ça m'amuse aussi de me raconter à moi-même. Par exemple, une des obsessions qui revenait souvent pendant cette crise de jalousie, c'était là aussi un fantasme assez classique. Je prenais Jacques en flagrant délit, voilà, d'une relation sexuelle avec une autre femme. Et donc, le fantasme me mettait dans la situation du voyeur. Souvent, d'ailleurs, dans mon fantasme, eux ne me voyaient pas, c'était moi qui
qui les voyait comme ça. Et donc, il y a une sorte de plaisir morbide à se sentir simplement le spectateur et non pas participant à la scène. C'était mon cas, c'est-à-dire que je me répétais tout le temps dans la tête des scènes où j'imaginais donc Jacques en compagnie d'une autre femme. Et là, j'étais voyeur, mais par l'imagination en quelque sorte. Et le jour où j'ai compris que, pour le dire grossièrement, je prenais mon pied comme ça, et ben ce jour-là, ça marchait plus. Ce sentiment de jalousie, comme je disais, qui m'avait tout d'un coup envahi comme ça, mais même pas du jour au lendemain, d'une heure à l'autre, si j'ose dire, est parti d'une manière presque aussi rapide, en fait. C'est comme si je m'étais réveillée un jour et puis que voilà, c'était plus là, quoi. Que cette espèce de double que j'avais au fond de moi et qui me rongeait avait complètement été évacué. C'est bien, hein ? C'est une bonne façon de s'en défaire, mais on ne le comprend pas tout de suite. Si Catherine Millet est sortie de son état de jalousie, c'est parce qu'elle a pris conscience du scénario qu'elle se construisait. Elle a réalisé que, dans son cas, elle se faisait mal toute seule. Mais alors on pourrait guérir de la jalousie ? Peut-être pas y échapper complètement, mais au moins la dompter, s'en émanciper. La psychothérapeute Anne-Clotilde Ziegler aide de nombreux patients à soigner ce sentiment, en amitié, au travail et en amour. Comment délaisser son masque de victime ? La première chose, c'est de prendre conscience que c'est pas l'extérieur qui est mauvais, c'est moi qui réagis. Déjà. Donc, reprendre la responsabilité de ce que je ressens. C'est fondamental. Je ne suis pas une pauvre chose entraînée par le tourbillon atroce de ce qui m'arrive, même si je suis d'accord, c'est très difficile. Mais c'est moi qui ai une lecture de ce qui m'arrive, c'est moi qui vis quelque chose, et je vais reprendre la responsabilité de ça. On va faire juste une courte aparté pour montrer ça. C'est important de faire la différence entre une émotion et un sentiment. L'émotion, c'est une réaction psychophysique ou physico-psychique en fait, puisque l'émotion, elle arrive dans le centre de l'émotion du cerveau avant d'arriver au cortex, c'est-à-dire qu'on la ressent avant de la penser. Et c'est fugace, une émotion, ça dure quelques minutes. Un sentiment, c'est l'histoire qu'on se raconte sur l'émotion qui arrive. C'est ça qui va durer longtemps, et c'est cette capacité à nous raconter une histoire en boucle et une histoire douloureuse qui va faire en fait le nid de notre malheur. Les émotions qui sont dans la jalousie, c'est la peur, la colère, la tristesse, ça peut être de la douleur, des paroxysmes de tristesse. Mais l'histoire qu'on se raconte par-dessus, celle de la peur de perdre, celle de la trahison, celle de nanana, ça amène un sentiment. Et dans le cas d'une jalousie, on va dire infondée ou sans raison réelle quand le partenaire est fidèle, c'est pas chez le partenaire et c'est pas dans le monde extérieur qu'il faut aller voir cette fois. C'est à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui fait que je suis convaincue qu'on va me trahir ? Souvent, la personne, par exemple, passe son temps à se comparer. Mais du coup, quand on se compare, on trouve toujours mieux, surtout si on a envie de trouver mieux. Les croyances, quelles qu'elles soient, sont auto-renforçantes. Pour le dire de façon lapidaire, je vois ce que je crois. Je trie dans ma perception ce qui correspond à ce que je m'attends à percevoir. Et je vais chercher à l'extérieur des situations qui correspondent à ma cohérence. Et inconsciemment, je fais en sorte que cela m'arrive. C'est en ça qu'il est vraiment important de prendre conscience de ses croyances et de ses scénarios de vie pour éviter de continuer à aller chercher ce qu'on craint le plus. Le jaloux qui s'invente trompé ou trahi impose au monde sa perception et ses croyances et prend alors le risque de voir ses fantasmes devenir réalité. Au fond, il écrit sa propre histoire. C'est peut-être pour ça que la littérature a tellement aimé raconter la jalousie. Elle multiplie les récits les plus fous et met à nu notre imagination. Et donc pour la psychothérapeute Anne-Clotilde Ziegler, il faut prendre conscience de ces scénarios pour s'en libérer. Ce serait donc un apprentissage ? Alors voilà, comme personne n'y échappe, ni moi, ni Annie Ernaux, ni même Catherine Millet,
Comme ce sentiment fait partie de nos relations sociales et de nos relations les plus intimes, il faut apprendre à vivre avec lui. Et cela dès l'enfance, comme me l'a joliment confié ma mère. Le frère ou la sœur, il fait un peu d'ombre, mais ce qui est vrai d'ailleurs. Il y a des ombres et il y a des lumières dans une fratrie. C'est une histoire d'amour, donc forcément avec de la jalousie, du désir et de la tendresse intense, mais aussi effectivement, c'est de mûrir pour apprendre à partager l'amour d'un père et d'une mère, oui. Et je pense que ça, c'est la beauté d'une famille, en fait. Et je pense que c'est une école de la vie qui est absolument magnifique. Vous venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Média. Suivez-nous sur Instagram et sur Twitter, @émotionpodcast, émotion avec un S. Vous y trouverez nos recommandations de lecture sur les émotions. Agathe Le Taillandier a réalisé cet épisode. Charlotte Pudlowski et moi-même étions à la rédaction en chef. Maureen Wilson était responsable éditoriale. Nicolas Vert a assuré la création sonore, Benoît Daniel l'enregistrement et Jean-Baptiste Aubonnet le mixage. Nicolas Degélis a composé la musique et Jean Mallard a réalisé l'illustration. Merci à tous nos interlocuteurs et à toutes nos interlocutrices de nous avoir accordé de leur temps. Vous pouvez retrouver leurs œuvres et les références de leurs livres sur notre site louismedia.com. Émotion, c'est un lundi sur 2, là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. iTunes, Google Podcast, SoundCloud, Spotify ou YouTube. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles et nous laisser des commentaires. Si cet épisode vous a plu, parlez de l'émission autour de vous. Et s'il vous est arrivé une histoire forte en lien avec une émotion, n'hésitez pas à nous écrire à hello@louismedia.com. À bientôt!